Bonjour, je m'appelle Hélène Laurenceau et vous écoutez Dyad Podcast. Une dyade, c'est l'ensemble de deux éléments en interaction. Vie pro et vie perso, voilà deux éléments qu'on tente parfois de séparer. Mais choisir son métier, s'épanouir, changer de vie professionnelle ou créer son entreprise a forcément un impact sur le reste de notre vie. Dans ce podcast, je m'intéresse aux liens que mes invités entretiennent avec leur travail. Est-ce que faire un métier qu'on aime, qu'on a choisi, qu'on a créé parfois, c'est toujours facile et source de bonheur ? Dans ce nouvel épisode, Claire va vous raconter comment elle a créé le métier de ses rêves. Après un bac+5 et un début de carrière comme ingénieure dans l'aéronautique, elle a été transformée par un voyage en Mongolie. Mais pour oser quitter la voie toute tracée qui s'ouvrait devant elle, il lui a fallu d'autres épreuves et surtout du courage pour casser les codes et pouvoir être elle-même pleinement, même au travail. Je suis Claire Matillon et je suis travel planner. La première idée que j'avais au collège, on va dire, où là ça commence à être vraiment très important, j'ai gardé cette idée très longtemps, c'était de devenir militaire et je voulais être officier dans l'armée de terre. Et j'ai fait mes études en fonction. J'ai fait un bac scientifique pour ensuite faire une prépa, chose que je n'ai pas faite. J'avais été prise, mais mes parents m'avaient dit que ça serait trop dur pour moi, donc ils ont peut-être eu raison. Enfin, il fallait beaucoup travailler, donc j'y suis pas allée. Et ensuite, j'ai fait une école d'ingénieur en 5 ans qui m'a pas plu la première année. Ensuite, donc, je suis partie en DUT génie mécanique et productique. Et là, ensuite, avec un bac+3, donc je suis partie en licence maintenance aéronautique. Et avec ce bac+3, je pouvais ensuite rattraper le cursus militaire. Et je ne l'ai pas fait en fait. Je l'ai pas fait. J'ai été dans un centre de recrutement, mais c'était pour l'armée de l'air. Et la fille m'a complètement démontée en me disant que de toute façon, j'y arriverais pas. J'étais beaucoup plus lourde et grosse que maintenant. Et physiquement, elle m'a dit que c'était impossible. Donc voilà, comment donner de l'espoir aux gens. Et du coup, là ensuite, j'ai terminé par faire un master dans l'aéronautique toujours. Et je suis restée dans l'aéronautique finalement. J'ai trouvé tout de suite un boulot en Allemagne. Je suis partie à l'étranger direct et là ça a été une expérience de dingue où en fait j'ai découvert le monde du travail, même si j'ai fait beaucoup de stages et tout, mais vraiment à l'étranger, et j'ai adoré travailler en Allemagne où c'était toujours ce côté un peu carré comme on peut avoir à l'armée, mais il y avait aussi ce côté, il n'y a pas de différence, la hiérarchie est beaucoup moins forte qu'en France. Et j'avais la chance en fait, d'être dans un service où on était à la fois dans les bureaux, mais aussi dans les avions, directement en FAL, c'est en Final Assembly Line, c'est directement les lignes d'assemblage. Voilà. Et ça, c'était un job de rêve, quoi. C'était génial, mais du coup, je suis rentrée en France par amour après pour Martial. Heureusement, je suis encore avec, ça valait la peine. Mais je suis rentrée en France et là, ça a été un peu plus galère de trouver du boulot dans l'aéronautique. Pourtant, j'étais à côté de Toulouse, donc c'était le lieu, hein. Mais ça a été plus compliqué. Ouais. Je suis partie en Mongolie pendant un mois. J'avais réussi à avoir tous mes congés pendant un mois, alors ce qui était rare à l'époque, même aujourd'hui, hein, dans le salariat. J'avais posé du sans solde, j'avais posé des congés en avance et mon employeur avait été cool là-dessus, il m'avait autorisé. En fait, c'était un rêve de gosse. Depuis que j'avais appris la capitale Oulan-Bator à l'âge de 8 ans, je sais pas, j'avais une attirance pour ce pays. Et on est parti un mois en volontariat dans le désert de Gobi, chez un nomade en fait, qui était avec ses chèvres. Et alors, j'étais pas prête du tout, autant physiquement que mentalement. On se dit, oh c'est bon, ça va le faire et tout, ça ne le fait pas du tout. Ça a été très dur. Et en même temps, j'ai beaucoup appris humainement. Et en fait, quand je suis revenue à mon poste, j'ai craqué en fait. Je me suis retrouvée derrière mon ordinateur et je me suis dit, mais qu'est-ce que je fais là ? Et tous les jours, je pleurais. J'avais juste une envie, c'était de fermer mon PC et de partir et de plus rien dire à personne en fait. Donc ça a été très compliqué. Pendant 6 mois, j'ai quand même pleuré tous les jours. Ça a été très dur de revenir dans un milieu entre guillemets normal, dans un travail avec une routine. Il y avait des choses qui avaient changé aussi dans mon quotidien au travail. Ils avaient changé mon équipe, ils avaient changé mes process pendant que j'étais pas là. Donc ça, c'est le genre de choses que je supporte pas. Et j'avais toujours eu un problème avec la hiérarchie, quoi qu'il arrive. Et là, c'était très difficile pour moi de le supporter. Mais justement, j'avais fait des études d'aéronautique et d'ingénieur, et il fallait absolument les rentabiliser. Il était hors des questions de partir parce que ça n'allait pas après un voyage. Et ce voyage aussi m'a énormément appris sur moi-même, où je me suis dit, mais je peux vraiment dépasser mes limites.
où il y avait des fois on était dans le désert où à un moment on en est venu à se dire est-ce qu'on va pas boire notre urine pour s'en sortir quoi. On n'avait plus d'eau, on n'avait plus rien, on est tombé sur un puits, l'eau était noire et on l'a bu parce que c'était de la survie quoi. Et là on se dit ok. Après je rentre chez moi, les gens se plaignent parce que l'eau a pris 3 centimes alors qu'on a accès à tout, enfin des choses comme ça. Et c'est ça qui est très dur en fait. Il y a tout ça qui a fait que j'étais en dépression totale. Mais je suis restée quand même à mon poste parce que justement, il fallait rentabiliser ses études. La bascule, elle s'est faite sur un match de rugby, parce que je pratique le rugby, et je me suis blessée. Un coup de crampon dans le genou, un peu violent, j'ai pris un coup un peu violent, et ça m'a fracturé le genou. En fait, là, je ne pouvais plus marcher. Et j'ai compris que je prenais plus la bonne direction. Ça faisait un moment quand même que je voulais entreprendre dans le domaine du voyage, je savais pas trop ce que je voulais faire. Et c'est là que j'ai compris qu'il fallait que je m'écoute, même si ça allait être difficile. Et j'ai choisi de m'écouter plutôt que d'écouter la voix de la raison, on va dire, et de suivre un chemin qui était déjà tout tracé par mes études en fait. J'étais en arrêt total, dans mon canapé, à attendre que la fracture se résorbe. J'attends et en fait je me dis mais je peux pas rester comme ça et je comprends que pour guérir déjà il faut que je prenne la bonne décision. Ensuite j'ai eu 6 mois où j'avais pas encore eu ma rupture conventionnelle. Et pendant 6 mois, j'ai eu mal au genou, mais comme pas possible. Et je faisais des échographies, j'ai fait des IRM, j'ai fait vraiment tous les tests. Ils trouvaient rien du tout. Et moi, j'avais mal et je leur disais, mais il y a un truc qui va pas. Et j'ai eu ma rupture conventionnelle et 1 semaine après, je n'avais plus mal. Et j'étais sur un terrain de rugby en train de m'entraîner, quoi. Il n'y a rien du tout derrière, en fait. Je suis vraiment perdue et je me dis, ok, je vais m'orienter vers le tourisme. Mais je sais pas quoi faire en fait. Et j'ai envie de créer mon entreprise, mais ça me fait peur. Personne n'est entrepreneur dans ma famille et je sais pas du tout comment faire. Et je me dis non, je vais quand même aller postuler en agence de voyage et je vais aller voir ce que ça donne. Je postule en agence de voyage persuadée que ça va matcher parce que du coup j'ai voyagé depuis toute petite, j'ai vécu à l'étranger avec mes parents, j'ai travaillé à l'étranger, je parle plusieurs langues, j'ai l'habitude en fait. Et pour moi c'est évident que ça matche. Et j'arrive en agence de voyage, j'en fais 4 ou 5. Et ils me disent, mais madame, vous n'avez pas de BTS tourisme. Et je me dis, mais j'ai mon expérience en fait. Et je suis prête à apprendre et j'ai envie d'apprendre. Et à chaque fois, ça a été la réponse. Et en fait, je me suis dit, mais les personnes qui sont en face de moi, si ça se trouve, ils ont jamais pris l'avion, quoi. Mais ils ont un BTS tourisme. Et j'étais dégoûtée. Et je me dis, ok. Et en fait, là, c'est mon ego qui a parlé. Et je me suis dit, ok, je vais le faire toute seule et je vais faire un concept qui sera différent d'une agence de voyage et qui va me ressembler. Ce que je voulais faire, c'était d'aider les voyageurs à réaliser leurs rêves, mais je voulais pas m'embêter avec les réservations. Et je voulais pas non plus faire du tout cuit parce que je veux pas ce type de voyageur qui signe un contrat de voyage et qui ne sait même pas ce qu'il y a dedans et qui est pas conscient de son voyage. Du coup, j'ai pensé à ce concept qui maintenant est vachement développé. Il y a d'autres personnes qui pratiquent, qui ont ce métier. Le concept, c'est de faire les recherches à la place des voyageurs, de façon personnalisée. J'ai pas de catalogue, je fais vraiment tout en fonction de ce qu'ils souhaitent. Et ensuite, c'est eux qui réservent en suivant les liens d'un dossier numérique. Et donc en fait, là, j'ai mis un an et demi quand même à monter le projet. J'ai fait une formation aussi pour tout ce qui était justement création d'entreprise. J'ai plutôt l'écho un peu négatif, mais c'est la peur des gens qui se reflètent sur moi en fait, et les gens me disent mais non, mais t'es ingénieur, qu'est-ce que tu fais à te lancer dans un loisir? Ils m'ont dit mais fais ça à côté en fait, pourquoi t'essayes de monter alors un nouveau concept, un truc qui n'existe pas, dans du voyage, donc c'est typiquement loisir, donc un truc que tu fais à tes heures perdues, alors que j'ai ce diplôme, j'ai mon conjoint du coup qui m'a suivi, qui m'a dit ok, moi je veux bien assurer aussi financièrement derrière parce que c'était chaud de se lancer sans rien. J'avais un peu de chômage, mais c'était pas non plus la folie. Et après, j'ai mes parents qui m'ont quand même soutenu derrière, mon frère et ma soeur aussi. Mais j'ai été relativement seule au début. Et sachant que eux ne savaient pas non plus dans quoi je me lançais et ce que ça impliquait aussi. Et j'avais des personnes aussi qui m'aidaient en face dans les formations d'entreprise, mais qui connaissaient pas du tout le concept. Le concept n'existait pas et je n'avais aucun moyen de me baser sur d'autres chiffres ou d'autres statistiques. Et j'ai testé. J'ai testé avec des prix qui étaient ridicule au début, avec un flyer que j'avais fait toute seule, un logo que j'avais fait toute seule, mais c'était une catastrophe. Et je remercie vraiment les clients qui m'ont fait confiance à ce moment-là, parce que vraiment, avec juste le visuel que je proposais, c'était horrible. Et je me dis, mais comment on peut faire confiance à quelqu'un en voyant ça? Et je les remercie parce que, grâce à eux, c'est grâce à eux que j'ai pu après progresser. Mais je pense qu'il a bien fallu 3 ans
avant que les gens comprennent vraiment ce que je faisais et que c'était pas un loisir. Et souvent, j'avais des gens, maintenant on me demande plus si ça fonctionne. Donc ça, c'est cool. Alors qu'avant, pendant 3 ans, on m'a demandé, 3-4 ans, alors surtout après Covid, on m'a demandé, mais ça va, ça fonctionne? Mais vraiment? C'était genre, mais ça peut fonctionner ton truc? Je disais, oui, oui, ça fonctionne super bien, alors que j'avais pas de commande. Enfin, je devais faire 500 € de chiffre d'affaires par mois. Et je disais, ouais, ouais, ça fonctionne. Et en fait, je disais ça pour que eux, dans leur cerveau, ils intègrent que c'était possible et qu'ils puissent en parler autour. Parce que si je leur disais, ça fonctionne pas de ouf et j'ai encore du travail, ils allaient jamais en parler autour d'eux. Et on en arrive là à se dire, il faut mentir pour être crédible en fait. Sur le côté voyage, je me sentais assez légitime, même s'il y a toujours ce syndrome de l'imposteur derrière et tout, mais ouais, je me sentais vraiment légitime là-dessus. Par contre, sur le côté entrepreneur, pas du tout. Au niveau des outils que j'utilisais, au niveau de ma communication, au niveau de mon approche commerciale, qui était proche de zéro, hein, je savais pas faire. Là, vraiment, j'étais pas à l'aise, mais je savais que c'était en pratiquant que j'allais progresser. Au début, je disais oui à tout, et je me mettais dans des situations où j'arrivais pas à faire les voyages. Parce que c'était des trucs de fou. Enfin, j'ai passé... je me souviens d'une fois où on m'avait fait une demande pour le Népal, pour un trek où je ne suis jamais allée, où là, j'ai vraiment cherché un guide sur place, de confiance, avec des contacts que j'avais. Mais là, j'ai dû passer 3 semaines à faire ce truc. Et je pense que la personne avait dû payer 50 €. Enfin, c'était ridicule. Et il y avait même des choses que j'aimais pas faire. Au tout début, on m'avait demandé des croisières et je le proposais, alors que maintenant c'est un refus catégorique. Et je le faisais parce que j'avais trop peur de perdre des clients. Et c'est le début, c'est normal. Enfin, normalement, tous les chefs d'entreprise passent par là où on se dit je vais accepter, comme ça va me faire connaître, et ensuite je pourrais refuser. Et aujourd'hui, là, après 5 ans, j'en suis à la phase où j'affirme vraiment mes valeurs, ce que je veux et ce que je veux pas. Et j'essaye aussi de m'écouter sur le fait que s'il y a un client que je ne sens pas, je refuse. C'est vraiment un épanouissement total de me dire je suis moi-même, et si ça plaît pas aux gens, eh ben ils vont voir ailleurs, en fait. Et c'est juste que ça ne matche pas entre nous humainement. Et il y a forcément une autre agence ou quelqu'un d'autre qui pourra s'occuper d'eux et avec qui ça matchera. Et ça, c'est vraiment un kiff du quotidien. Ou même de me dire... j'entends toujours mes parents me dire il faut que tu t'habilles bien, si tu as un rendez-vous professionnel, il faut que tu fasses attention. Et moi, mais vraiment mon kiff, c'est d'aller à des rendez-vous clients avec mes baskets, avec ma casquette New York, avec mes tatouages apparents. Et ça, c'est être soi, c'est juste génial, quoi. Et on nous l'interdit souvent parce qu'on doit rentrer dans des cases, dans des codes. Mais non, pourquoi s'embêter ? Et aujourd'hui, du coup, j'ai 34 ans et j'ai l'impression d'avoir 15 ans, en fait. D'être dans mon adolescence, où je m'affirmais vraiment à mon adolescence, et après, j'ai perdu ça parce que je suis rentrée dans le moule. Et là, en fait, non, c'était pas moi. Et aujourd'hui, ouais, je suis moi-même, et je le suis avec mes clients, et je leur parle comme je te parle maintenant, et je trouve ça trop kiffant, quoi. Au moment où je me suis sentie bien, où je me suis dit « Ok, il y a un marché, je peux me débrouiller », c'était en février 2020. Et on sait ce qui s'est passé en mars 2020. À l'époque, c'était mon meilleur chiffre d'affaires en février 2020. Et mars, ça s'est cassé la figure. Et je me suis dit « Bon, c'est pas grave, dans 2 mois, ça va reprendre. » Et non. En novembre 2020, du coup, là, ça avait toujours pas repris. Je crois que j'avais fait 200 € de chiffre d'affaires dans le mois. C'était ridicule. Je peux pas tenir avec ça. Et là, j'avais commencé à regarder les jobs salariés pour s'en sortir, en fait. Je me suis dit, ça va pas revenir tout de suite. Et alors déjà, me reprojeter dans un travail salarié avec une hiérarchie, ça a été très compliqué de me mettre ça en tête, et c'était impossible. Donc ça, c'était genre un lundi soir. Et le mardi, j'avais 1 000 € de commandes de clients. Et alors que ça n'était jamais arrivé depuis février. Et là, j'ai dit, ok, mais il y a un message, ne prends pas de job salarié. Et du coup là, c'est là où j'ai tenu, quoi. J'arrive à trouver un équilibre entre le bureau et mes voyages. Je pars quand même pas mal dans l'année, et c'est une obligation. Je sais que j'ai une résistance à peu près de 6 semaines au même endroit. Mais je pars pas toutes les 6 semaines, malheureusement. Le fait de parler avec des voyageurs, d'avoir leur retour après, même des fois, je vais boire des verres avec eux, et j'ai vraiment ces paillettes dans les yeux, et de se dire waouh, ils ont réalisé leur rêve et ils sont heureux. Et en fait, moi, ça me fait vibrer, quoi.
Et c'est ça que je veux apporter aux autres et de leur dire ok, moi je vis ça personnellement dans mes voyages et je suis trop heureuse de voir que eux le vivent aussi, quoi. La première alternante que j'ai eue en 2020, c'était Laura, mais elle travaillait sur la communication. Donc elle a fait tout ce travail aussi de communication, de prospection qui a fait grandir Salmon Voyage. Et là, en 2022, je me suis rendu compte qu'il me fallait quelqu'un sur la production avec moi parce que je pouvais pas m'en sortir. Et j'ai eu Laurine en stage pendant 2 mois en 2022, début 2022, et je me suis dit, si je dois prendre quelqu'un en alternance, c'est elle ou personne. Parce que ça avait matché pendant son stage, elle avait été hyper efficace, et en fait, elle a cherché une alternance, donc je l'ai employée en août 2022. Et elle s'occupe du coup de la partie plutôt Europe, même si je garde un peu la main sur certains itinéraires. Mais c'est toujours très difficile de déléguer et de se dire, ok, est-ce que la personne est capable de faire ? Est-ce que je peux avoir confiance pour que ce soit aussi bien que ce que je veux, ou même mieux. Mais maintenant, ça va. Ça va, je lui fais entièrement confiance et je délègue presque les yeux fermés. J'ai coupé une fois, c'était en 2021 au Sultanat d'Oman, parce que j'avais pas du tout internet, j'avais pas d'option internet sur mon téléphone, et je suis partie 2 semaines en plus. Et j'étais dans le désert en campement, donc c'était impossible d'avoir internet. Et cette fois-ci, j'ai coupé totalement. Et j'ai trop kiffé. Mais c'est la seule fois. Mais là, par exemple, je suis partie 2 semaines aux États-Unis. J'avais la 4G partout. J'avais la Wi-Fi partout le soir. J'ai pas coupé, en fait. J'étais sur Instagram tous les soirs à faire des stories. Donc après, il faut répondre aux sollicitations qu'on a derrière. Donc c'est normal, hein, mais tu coupes jamais. Alors j'avais tout fait pour que tout soit cadré avant de partir. Les 2 semaines, j'avais dit je ne travaille pas, je ne suis pas disponible. Mais pour les clients qui étaient à l'étranger, j'étais quand même dispo sur WhatsApp en cas d'urgence. Les mails, je les voyais passer, donc je les triais un peu à l'avance. Je regardais si c'était pas urgent. Donc c'est coupé, mais à 80%. Et je suis en permanence avec un regard en train de me dire est-ce que ça peut faire une belle photo ? Est-ce que ça peut faire une belle vidéo ? Et je suis sur la communication en permanence. J'ai du mal à cadrer la charge de travail. Je peux arriver facilement à 70 heures par semaine. En moyenne, je pense que je suis à 50 heures. Minimum. Mais par contre, j'essaye d'anticiper par rapport à mes prises de rendez-vous. Si je vois que j'ai trop de rendez-vous, la semaine d'après, je vais bloquer les créneaux de téléphoniques pour pas qu'il y ait des gens qui en prennent. Mais par contre, si on m'appelle sans créneau téléphonique et qu'on me dit je veux un voyage, et que le voyage match, je vais le prendre. Alors que j'ai bloqué des créneaux. Donc ça j'ai énormément de mal. J'arrive pas à dire j'ai trop de travail, je vous aide pas. Parce que y a tellement un humain derrière qui a envie de réaliser ses rêves, et je me dis si le feeling passe, je peux pas laisser passer cette personne en fait. Mais c'est même pas une question d'argent, parce qu'il y a ce qu'il faut en chiffre d'affaires aujourd'hui, c'est une question de mission entre guillemets. Ça reste un métier, un boulot à plein temps, et ouais, j'ai envie de vivre de ma passion, et aujourd'hui je vis de ma passion, et j'ai envie de voyager aussi. Donc voilà, j'ai mes objectifs derrière, et mon gros objectif c'est d'avoir mes bureaux à New York. Et là, faut bosser. Merci pour votre écoute. Je profite de cet épisode pour vous rappeler qu'une campagne Ulule de financement participatif est toujours en cours jusqu'au 16 avril. Vous pouvez aussi laisser des étoiles, des commentaires et vous abonner. Merci beaucoup, à très vite pour un nouvel épisode.